Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'être des nôtres. Bonsoir. Une fois de plus, nous sommes toujours heureux d'être avec vous au rendez-vous sur la belle télévision et radio, la chaîne panafricaine et internationale. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous savons nombreux devant votre petit écran pour suivre nos programmes. Et ce soir, une fois de plus, vous êtes avec Parler politique. Parler politique, l'émission d'échange, de débat, de géopolitique, de relations internationales et tout ce qui est citoyen dans un pays. Et ce soir, nous allons débattre d'un thème. Le thème, c'est fonction présidentielle en Afrique, mission de service public ou métier de carrière. L'observation de l'exercice du pouvoir suprême en Afrique nous amène à distinguer au moins 3 catégories de personnel, 3 catégories de chefs d'exécutif. La première catégorie, c'est celle de ceux ou celles qui promettent d'exercer un seul mandat, alors que peut-être la Constitution leur en autorise 2 ou 3, ça dépend, mais qui, une fois installés dans le bureau présidentiel, très rapidement, changent la Constitution ou alors changent tout simplement d'avis. La deuxième catégorie, c'est celle de ceux ou celles qui convoitent le pouvoir avec la promesse ferme de respecter les dispositions constitutionnelles lorsque celles-ci prévoient des limitations, soit du nombre de mandats, soit alors quelques autres limitations de l'âge ou quelque chose de ce genre. Mais une fois de plus, quand ils sont installés au pouvoir, et notamment à la dernière ligne droite de leur dernier mandat, ils modifient la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, en tout cas prolonger autant que faire subir le bail dans le bureau présidentiel. Et la troisième catégorie, c'est celle de ceux ou celles qui, dans le cadre d'un mandat constitutionnel, limitatif ou non du nombre de mandats, peu importe qu'ils soient d'un âge avancé ou même très avancé, ou alors qu'ils soient malades. Alors pourquoi cela? Nous nous sommes interrogés à Parler politique et certainement avec vous pour comprendre. C'est pour cela que nous avons pensé discuter de ça ce soir avec des invités que j'aurai l'occasion de vous présenter avec beaucoup de plaisir juste après ces 2 tours. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs de la belle télévision et radio. Merci de rester fidèles à Parler politique. Fonction présidentielle en Afrique, mission de service public ou métier de carrière. C'est le thème de notre débat de ce soir, avec des invités que nous avons déjà à partir de la place de Dakar, Dakar au Sénégal, où nous avons M. Momar Seni Ndiaye. Il est analyste politique, journaliste. Bonsoir. Bonsoir et salut à tous vos téléspectateurs du Gabon, d'Afrique centrale et d'ailleurs. Merci bien. Et du côté de Yaoundé, nous avons également le professeur Stéphane Akoa. Il est politologue, chercheur à la Fondation Pôle de géopolitique Paul Angoela de Yaoundé. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et sur ce plateau, nous avons un autre politologue, le docteur Arcel Morongi. Il est enseignant à l'université Omar Bongo de Libreville. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation et de nous accorder de votre temps pour débattre, échanger sur cette thématique que nous estimons assez importante pour comprendre un peu nos réalités en Afrique. Alors, plantons tout de suite le débat avec ce papier élaboré autour de la problématique du scrutin. Le scrutin à 1 tour ou à 2 tours. Voyons cela avant d'engager notre discussion. 7 pays sur le continent élisent leur président en un seul tour. 36 autres possèdent des lois électorales qui consacrent le scrutin présidentiel à 2 tours. Pourtant, parmi ceux-là, plusieurs candidats ont réussi à s'imposer au premier tour haut la main. Si certains pays ont opté pour le tour unique dès l'adoption de la Constitution au moment des indépendances, d'autres, à la longue, ont modifié leurs lois fondamentales. En 2011, en République démocratique du Congo, la Constitution avait été modifiée pour introduire le scrutin à 1 tour. Le chef d'État congolais sortant, Joseph Kabila, a ainsi pu éviter un second tour et s'est fait réélire avec 48,9% des voix. Auparavant, c'est le Togolais Gnassingbé Eyadema qui avait procédé au même type de modification en 2002. Même constat au Gabon. Omar Bongo Ondimba a promulgué la révision constitutionnelle en 2003, s'assurant une réélection en 2005.
Malgré ces modifications apportées dans quelques pays, le scrutin à 2 tours demeure tout de même le mode d'élection le plus répandu sur le continent. Mais sur les 36 États qui le pratiquent, seuls 13 ont procédé effectivement à un second tour lors de leur dernière présidentielle, faute de majorité absolue obtenue dès le premier tour. Au Nigeria, par exemple, le président sortant Goodluck Jonathan avait été battu en un seul tour par son opposant Muhammadu Buhari, qui avait obtenu 53,96% des voix en mars 2015. À l'inverse, des soupçons d'irrégularité entachent d'autres élections remportées en un tour. Au Zimbabwe, par exemple, où Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1987, avait été réélu en 2013 avec 61% des voix. Voilà, ça c'est juste pour planter le décor. En faisant, on ne peut plus table rase des dispositions particulières des pays. Quel est le critère qu'il faut pour être candidat à une élection présidentielle? Très rapidement, me tourner d'abord vers le professeur Stéphane Akwa à Yaoundé. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer par rapport à cette question? Considérer que, quels que soient les pays et les situations, ne peut être candidat à l'élection présidentielle qu'un citoyen, donc détenant la nationalité du pays dont il voudrait être le chef, le président de la République. Il n'y a pas de situation en Afrique et même dans le monde où l'on peut ainsi détenir 2 nationalités et candidater à l'élection pour devenir président de la République. Donc ça, c'est la situation de base. Maintenant, il se trouve que pour l'Afrique, et notamment l'Afrique noire francophone, les individus, avant de devenir candidats, dans leur jeunesse, quand ils étaient étudiants, ont fréquenté d'autres pays, ont résidé ailleurs et notamment en Europe, et ils ont eu l'occasion, parfois parce que ça leur était proposé ou alors pour simplifier leur vie et s'abstenir de quelques formalités administratives, ils ont eu la possibilité d'acquérir une autre nationalité qu'ils n'ont pas abandonnée en revenant chez eux ensuite pour exercer des fonctions, soit dans la vie publique, le secteur public, soit dans le secteur privé. Mais là aussi, on se retrouve devant des situations particulières selon les pays. Quelques-uns reconnaissent donc la double nationalité et ne pourchassent pas les citoyens qui, détenant une autre nationalité, pourraient justement jouer sur ces 2 avantages-là. Et il y a des pays, le Cameroun par exemple fait partie de cette catégorie, qui refusent à leurs ressortissants la possibilité de pouvoir brandir un passeport d'un autre pays, être détenteur d'une autre nationalité que la nationalité camerounaise. Donc il y a des situations de binationalité admises ou tolérées dans certains pays, et puis il y a des pays qui refusent effectivement la possibilité d'être un binational. Et de ce fait, souvent, quand il y a justement des querelles autour de la candidature d'un individu, on va chercher dans son passé, on va chercher dans son histoire pour vérifier s'il n'a pas, à un moment donné, obtenu la nationalité d'un pays dans lequel il a résidé, il a vécu ou éventuellement il a travaillé. Mais ça, c'est un débat, je pense, qui est très particulier à notre Afrique francophone, notamment du fait aujourd'hui d'un certain nombre de crispations identitaires. On voit comment dans nos États, les communautarismes deviennent de plus en plus forts et qu'évidemment, il faut être du pays et du pays seulement. Je ne reviendrai pas sur le cas de la Côte d'Ivoire pour avoir la qualité essentielle que la majorité des citoyens considèrent avant tout pour juger un individu et juger celui qui sera éventuellement leur président de la République. Merci professeur. Je me tourne vers vous, Momar Séné Ndiaye. Vous avez quelque chose à compléter là-dessus ou bien vous pensez que cette explication du professeur Stéphane Akwa suffit? Oui, je pense que le professeur Akwa a très rapidement fait le tour de la question. Au Sénégal, nous avons voulu, le président de la République avait voulu il y a quelque temps introduire justement cette disposition qui limitait véritablement l'accès à la fonction présidentielle à l'obtention d'une nationalité unique. Évidemment, ça a été très, très mal ressenti et par la classe politique d'une manière générale, qui voyait là un moyen d'écarter des candidats qui sont supposés être très gênants et très sérieux. En l'occurrence, Karim Wade, le fils du président, dont on sait qu'il est né en France, qu'il y a grandi et qu'il ne parle même pas la langue nationale sénégalaise, le Wolof. Donc, fort heureusement,
le président a compris très vite qu'il était très difficile d'écarter de cette sorte-là des candidats sérieux parce qu'il fallait être sénégalais depuis au moins 5 ans avant la tenue des élections, ce qui était, à mon avis, extrêmement difficile. Donc, puisque d'ailleurs, le visé à l'époque était en prison. Bon, tout compte fait, le professeur l'a bien indiqué. Il s'agit simplement d'apporter des précisions sur le mode d'acquisition de la nationalité. Est-ce qu'on a acquis cette nationalité par le sang, par le sol, ou est-ce qu'il s'agit d'une simple naturalisation, actuellement, dont on pourrait se débarrasser plus facilement que quelqu'un qui l'a acquis tout naturellement par soit le droit du sol ou le droit du sang. Je pense que ce sont des notions qui sont extrêmement qu'on doit absolument éclairer et documenter pour pouvoir juger effectivement du statut de la personne. Je voulais venir sur ce plateau pour poser la question au docteur Arsène Moringi. Est-ce qu'une élection présidentielle devrait être totalement ouverte? Mais vous savez que la fonction présidentielle dans un pays, c'est, je pense, l'une des fonctions, je dirais la fonction la plus vitale dans un pays. Donc, à partir du moment où l'on l'accepte, cela voudrait dire qu'il va y avoir nécessairement des conditions assez rigoureuses pour pouvoir être sélectionné ou retenu parmi les éventuels dirigeants d'une nation ou d'un pays. Donc, à côté effectivement de la question de la nationalité que mes prédécesseurs sur le plateau viennent d'évoquer tout à l'heure là, effectivement, il y a d'autres questions. On s'efforce à la fois de faire en sorte que la question de nationalité ne soit pas la pierre angulaire d'une candidature, d'une éligibilité, mais en même temps, on y ajoute également d'autres critères. Je prends par exemple le cas en RDC, au-delà de la nationalité, il faut justifier par exemple d'un diplôme supérieur universitaire ou justifier d'une expérience au moins de 5 ans dans des fonctions de direction, d'encadrement dans l'administration publique ou dans le secteur privé. Donc, on va retrouver comme ça différents types d'exemples, différents types de situations qui vont essayer effectivement de tamiser au-delà de la question de la nationalité les potentiels candidats à l'exercice de la fonction présidentielle. Et ça ne remet absolument pas en cause la démocratie dans un pays. Dans un sens, cela peut pas remettre en cause, mais au moins cela peut conduire plus ou moins à une forme de démocratie des élites. Dans ce sens que, peut-être, je pense qu'on reviendra sur cette question-là, il n'y a pas que celle des parrainages, il y a aussi celle des cautions, aujourd'hui, qui font débat, certainement on y reviendra. Une démocratie des élites où il faut soit avoir beaucoup d'argent pour être candidat pour payer des cautions, soit il faut être intellectuel, avoir un diplôme supérieur universitaire ou avoir justifié d'une haute expérience politique dans l'administration, ce qui revient finalement, quand on regarde le jeu politique africain, à ramener ou à permettre l'accès au pouvoir des mêmes qui ont géré le pays, soit dans l'ancien régime, mais qui sont passés à l'opposition. Donc ça va finalement revenir une forme de chaise musicale entre les mêmes acteurs politiques qui passent d'un camp à un autre au gré des conjonctures politiques. Alors, je vais donc remonter en rebondissant sur ce que vous venez de dire, je vais remonter à Dakar pour poser la question à Moumar Sénine Ndiaye. Vous évoquiez tout à l'heure le critère de parrainage. Alors, est-ce que ça peut se comprendre une fois de plus qu'on parle de parrainage, notamment pour les partis politiques, quand on sait qu'un parti politique s'est créé davantage pour conquérir le pouvoir, et à partir de ce moment que ce parti a été légalisé, est-ce qu'on devrait encore demander à un parti qui propose son candidat, qui a investi quelqu'un pour la conquête de la magistrature suprême, d'aller chercher d'autres parrainages quelque part? Et dans ce sillage de parrainage, je voudrais également mettre cet élément de caution dont vient de parler le docteur Moringi ici, ce qui peut être acceptable une fois de plus, mais au niveau de la démocratie ouverte, est-ce que tout cela est compréhensible ou alors il faudrait quand même se questionner? Oui, et effectivement, le système du parrainage a toujours existé dans le système électoral sénégalais, mais il était essentiellement réservé aux candidats indépendants et très souvent dans des élections intermédiaires, c'est-à-dire des élections municipales et locales, à la limite départementale ou régionale. Et pour la première fois, en tout cas dans l'histoire du Sénégal, il a été décidé, et voté à l'Assemblée nationale, que les candidats à la candidature pour l'élection présidentielle et les candidats indépendants seraient mis sur la même ligne de départ. Vous avez suivi même de loin toute la polémique que cela a engendré. Mon point de vue personnel est que ce système de parrainage instauré chez nous n'est pas bon. Il est une sorte de, en tout cas, il risque de pervertir
globalement parlant, le système électoral, on pourra y revenir longuement plus tout à l'heure, mais c'est surtout qu'on met sur la même ligne de départ deux catégories de candidats qui ne sont pas les mêmes. Dans notre constitution et probablement dans les constitutions africaines, le parti politique est une association privée, certes reconnue par la constitution comme d'utilité publique, mais le parti politique est au cœur du système démocratique. Il a une fonction de conquête du pouvoir, mais aussi il a une fonction politique d'éducation, de formation et de conscientisation des citoyens. Ce n'est pas la même chose qu'un candidat indépendant qui est une sorte de saisonnier qui, de temps en temps, quand ça lui plaît, veut présenter une candidature et disparaître. On ne peut pas leur donner la même dignité et la même considération. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste au Sénégal prouve nettement qu'on est complètement sorti d'un système électoral cohérent, juste, et on est vraiment dans une sorte de perversion du système électoral d'une manière générale. Professeur, à quoi votre avis sur cette question? Légèrement différente de celle de Oumar Ndiaye pour deux raisons. Premièrement, il faut bien comprendre que la nature de l'élection présidentielle est particulière parce qu'il y a là effectivement le représentant à l'origine d'un parti, d'une formation politique, mais qui s'adresse à l'ensemble de la nation et qui sera président de tous ses concitoyens, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui. Donc il a besoin à la fois de ce soutien, d'une machine d'ailleurs pour la campagne électorale et pour les opérations qui pré-scrutin, mais il doit aussi se montrer au-dessus des formations politiques et être capable de rassembler au-delà de la famille qu'il a vu naître et qu'il a vu grandir en politique. Et au Cameroun, par exemple, il y a la possibilité de candidatures indépendantes, donc qui sont soutenues par des parrainages. La particularité aussi du Cameroun, c'est que cette année, sur les 28 candidatures initialement étudiées par la commission en charge de l'examen des élections, les 9 qui ont finalement été retenus sont 9 candidats soutenus par un parti. Donc les candidatures indépendantes n'ont pas prospéré ici chez nous au Cameroun. J'ai cru comprendre que, et lui-même peut le relever, que M. Momar Senindia n'a pas dit que les candidatures indépendantes étaient pas bien. Tout simplement, il a pensé, je pense que c'est comme ça que j'ai lu dans sa réflexion. C'est bien ça. On ne peut pas, voilà. Donc, voilà. Rapidement, peut-être qu'on va clôturer sur ce truc, parce qu'il y a un autre sujet sur lequel je voudrais qu'on aborde, c'est celui vraiment du mode de scrutin. Alors, certains pensent que le scrutin à 2 tours, c'est le meilleur. D'autres pensent que la démocratie, 1 tour, ça suffit déjà pour montrer, c'est là où le peuple s'exprime véritablement, et que le 2e tour, c'est une question d'appareil. Alors la question est donc de savoir, je vous pose la question, quel est le mode de scrutin, selon vous, qui siérait le mieux à l'Afrique, compte tenu de nos réalités? Je commence par vous, Senin Ndiaye. Oui, écoutez, vous avez bien fait de la précision au professeur Akwa, que je salue au passage. J'ai simplement dit que les candidatures indépendantes étaient nécessaires, mais que dans notre pays, nous avons voulu exiger le même nombre de signatures de parrainage que les partis politiques, c'est-à-dire à peu près 65 000 signatures, plus 30 millions de cautions. Je trouve qu'on ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité les partis politiques et les indépendants, mais je suis d'accord avec lui que la candidature indépendante est extrêmement importante. Il n'est même pas question d'y revenir là-dessus, c'est un acquis pour notre démocratie. D'ailleurs, il existait déjà depuis longtemps. Ceci dit, maintenant, concernant les systèmes à 1 tour ou à 2 tours, chaque pays, ou j'allais dire, chaque pays a sa culture. Moi, personnellement, je souscris entièrement au principe des 2 tours, qui a des avantages et des inconvénients. Le premier tour, évidemment, permet, dès le premier tour, de la première séquence de vote, d'y voir et de désigner un candidat et d'éviter des alliances de circonstances qui, par la suite, pourraient rendre le pays ingouvernable. On a vu qu'un certain nombre de pays, même des partis politiques ou des indépendants qui n'avaient pas la même ligne politique, la même vision, la même culture, s'alliaient souvent contre le diable, entre guillemets, pour pouvoir gouverner, et que par la suite, cela donnait l'occasion à des choses qui sont inimaginables, parce que simplement, très souvent, le premier tour profite, c'est une sorte de prime au parti sortant.
C'est très souvent le parti sortant qui gagne quand on fait tout, mais dès qu'on fait un deuxième tour, dans des conditions de transparence, on se rend compte effectivement que par la force des coalitions, on peut mettre en place un parti politique qui rassemble autour de lui, au-delà de son parti politique, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Akwa, des personnes indépendantes, des autres formations politiques avec qui il y a une certaine similarité des sensibilités politiques pour pouvoir gouverner. Au Sénégal, il n'y aurait jamais eu d'alternance à 2 reprises s'il n'y avait qu'un seul tour. Parce qu'on s'est rendu compte en 2000, en 2007 et en 2012 que le candidat sortant était toujours premier. Abdou Diouf a toujours été premier au premier tour. Il a été premier en 2000 avec 42%. Il a été rejoint par Wade qui n'avait que 25%. Macky Sall lui-même a battu Abdoulaye Wade à 25% au premier tour. Et au deuxième tour, il s'est retrouvé avec 35%. Ce qui veut dire tout simplement que, en général, dans le premier tour, si on gagne, on est dans une majorité extrêmement relative qui ne permet pas de réaliser des consensus. En revanche, le deuxième tour peut effectivement favoriser des alliances hétéroclites qui ne s'entendent que sur une base minimale et risquent de sauter à la première occasion. On l'a vu en 2000. Ça veut dire tout simplement que les deux systèmes ont à la fois leurs avantages et leurs inconvénients. Mais il faut essayer de voir dans quelle mesure on peut réduire les inconvénients et maximiser les avantages. Alors, ce qui n'est pas facile du tout. Pas du tout. Alors, je pose la question aussi, comment maximiser les avantages et réduire les inconvénients? D'abord, il faut souligner que le choix des modes de scrutin dépend de la dynamique politique à l'intérieur d'un système, d'un pays. Ce n'est pas par hasard si dans la constitution dans un pays, vous retrouvez une élection à 1 tour, une élection à 2 tours. Tout dépend effectivement des enjeux et des acteurs du moment. Pour prendre un peu le cas de l'exemple du Gabon, à partir de 90, rappelle l'ouverture au multipartisme, la première élection présidentielle de 93 se déroule sur 2 tours parce qu'effectivement, la pression politique fait que le pouvoir est obligé de s'aligner sur les conclusions de la conférence nationale. Et en même temps aussi, cela permet au pouvoir de tisser des alliances dont le pouvoir n'est pas véritablement sûr d'acquérir, de maintenir le pouvoir en 93. Ensuite, à partir des années 2000, où le pouvoir, au temps du président Bongo, conclut une alliance avec l'ensemble des partis politiques, même les plus radicaux de l'opposition, il est sûr, presque sûr, de ne plus avoir d'adversaire redoutable en face. Il change les règles du jeu électoral pour adopter un système d'élection à 1 tour. Vous voyez, donc c'est toujours au gré des intérêts du pouvoir. Et finalement, lorsque, autour des années après 2016 notamment, le jeu politique, la pression politique monte pour essayer un peu de décompresser un peu ce climat politique, le pouvoir, à travers la révision constitutionnelle de 2018, de janvier, finalement revient à 2 tours. Donc cela voudrait dire que le choix d'un tour, en réalité, dépend des rapports de force. Qu'on soit dans un tour, c'est moins une question de moyens financiers parce que beaucoup de gouvernements ont souvent justifié le recours à un tour parce que ça avait des charges budgétaires pour l'État, ce qui n'est pas souvent le cas en réalité. C'est davantage en fonction de l'opportunité politique du président ou du pouvoir en place à estimer qu'il peut gagner au premier tour ou qu'il peut gagner au deuxième tour. C'est des calculs politisés. Ce sont des calculs politisés, tout à fait. En revanche, lorsqu'on veut regarder quel est l'enjeu d'une élection, l'enjeu de l'élection, c'est de conférer la légitimité à ceux qui doivent diriger le pays, à celui qui doit être le président de la République. Alors, est-ce que au premier tour, il est évident de gagner une légitimité suffisante, c'est-à-dire de passer d'être président avec 30%, avec 35%, avec 45%, ce qui voudrait dire que les 2 tiers du pays ne sont pas d'accord avec le président élu. Donc, il a une majorité qui est très réduite. Donc, le recours à un deuxième tour permet justement de renforcer la crédibilité des institutions qui vont être mises en place du président de la République. Donc, ce qui voudrait dire qu'au premier tour, si on a une participation, par exemple, de 30-40%, la même participation peut être renforcée au deuxième tour. Au-delà de la participation, la légitimité même, c'est-à-dire le score que va obtenir le candidat vainqueur au deuxième tour sera nettement plus valorisé que le score qui a été le système de deuxième tour confère davantage, selon de légitimité au président de la République. Professeur Akwa? Oui, effectivement, à tout ce qui a déjà été dit, je peux rajouter juste un élément, c'est qu'il y a 2 natures de système selon que l'on pratique celui à 1 tour ou celui à 2 tours. 2 natures, là, dans le premier cas, un système à 1 tour de majorité relative, donc vous pouvez remporter l'élection même si vous n'avez pas la majorité absolue dans le pays et que vous avez juste plus de voix que votre premier poursuivant, si on est dans une compétition
qui permet parfois à des présidents d'être élus avec 30 ou 35% des voix. Si le second en a 29, par exemple, c'est largement suffisant. Mais effectivement, cela confère une légalité. C'est la loi qui l'a stipulé ainsi. Mais parfois, effectivement, il y aura des doutes sur la légitimité parce que on pourra questionner justement ce que le président représente aux yeux de l'ensemble de sa population et de ses électeurs notamment. Dans le cadre d'un système à deux tours, c'est une nature différente, un système majoritaire, et on l'emporte si on a 50% des voix plus une voix, et donc à ce moment-là, effectivement, on peut prétendre avoir la majorité de la population pour soi, et donc à ce moment-là, on a à la fois la légalité, on respecte les dispositions de la Constitution, et la légitimité, parce que l'on est plus important dans le paysage politique que son rival, puisque dans un système à deux tours aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un premier tour qui est crème, il peut y avoir beaucoup de candidatures, mais il n'en restera que 2 pour le deuxième tour, une sorte de finale, et donc ce face-à-face-là permet effectivement au vainqueur d'estimer qu'il a emporté largement au-delà des considérations politiques ou politiciennes, mais également morales, éthiques, et donc en termes de légitimité aussi. Voilà, nous allons continuer notre discussion ce soir, mais je voudrais qu'on évolue pour aborder un peu le sous-thème 2, qui est la problématique de la limitation de mandat, après cet élément de rappel. Lorsqu'on parle de pouvoir en Afrique, le thème qui pourrait correspondre selon certains observateurs, c'est hégémonie. Car nombreux sont ces chefs d'État qui sont de plus en plus friands de réformes constitutionnelles visant à mettre en cause la limitation du nombre de mandats présents comme un acquis du processus démocratique enclenché dans les années 1990. En Afrique, les constitutions ont jusqu'au début des années 90 été conçues pour conforter la position du président et non lui imposer des bornes. Pourtant, les clauses limitatives du nombre de mandats présidentiels marginales dans les premières constitutions africaines sont devenues la pierre angulaire des chartes constitutionnelles des années 1990. Toutefois, la donne n'est pas la même sous d'autres cieux. La limitation des mandats électifs est une culture enracinée dans la pensée politique classique. Aux États-Unis, elle a d'abord été une coutume constitutionnelle pendant plus d'un siècle avant d'être consacrée en 1951 par le 22e amendement de la Constitution américaine. En France, le principe de la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels successifs a d'abord été institué en 1848 sous l'influence d'Alexis de Tocqueville. Ensuite pratiqué à la faveur de la Constitution d'octobre 1946 et enfin systématisé dans le cadre de la réforme instituant le quinquennat. Je voudrais une fois de plus contextualiser notre débat pour rappeler que nous parlons Afrique. C'est pas parce que l'Afrique c'est dans le monde, c'est vrai, mais nous avons quand même des réalités africaines. C'est pour voir si on doit seulement plaquer ce qui s'est fait ailleurs, ou alors on peut adapter ce qui s'est fait ailleurs par rapport à nos réalités, notre vécu, nos traditions. Et c'est pour ça que je pose la question, la démocratie, elle est universelle, mais je vous pose la question, professeur Akwa, qu'est-ce qui est plus démocratique? Limiter les mandats ou ne pas les limiter? Et si on se pose la question de manière différente, complètement différente, et que l'on essaye de savoir, car il y a une universalité de la démocratie, en quoi consiste la démocratie, on verra qu'effectivement il s'agit de liberté d'expression, et notamment les expressions politiques, il s'agit de libre accès aux fonctions publiques, donc chaque citoyen qui remplit un certain nombre de conditions, mais son minimum peut être le représentant des siens dans les assemblées qui sont organisées suivant les constitutions du niveau local au niveau national. Chaque citoyen puisse le président de la République, mais il y a aussi un principe en démocratie qui est celui de l'alternance, parce que justement, de modifier les équilibres et donc de varier de majorité d'un mandat à un autre ou après une série de mandats, permet, d'après ceux qui ont inventé le système, justement d'avoir cette dynamique-là qui suppose que l'essoufflement des individus, la perte d'énergie ou le manque d'imagination au bout d'un certain temps au pouvoir serait suppléé par l'arrivée aux postes essentiels d'une
d'une autre majorité, porteuse d'un autre projet. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, si on parle de limitation des mandats, on peut être gêné et penser qu'il ne faut pas les limiter. Il faut laisser aux citoyens le choix de garder au pouvoir ceux qu'il a désignés il y a quelques années, ou alors de peut-être les évincer. Et si on considère que l'alternance est une respiration indispensable à la démocratie et à la vie en République, je pense que de ce point de vue-là, si on regarde le problème de cette manière-là, je serais quand même obligé de dire que ceux qui ne veulent pas la limitation des mandats sont peut-être pas forcément des amis de la démocratie. Parce que être libre de choisir, oui, mais est-ce que finalement le choix libre est exprimé, est traduit de cette manière, docteur Oui, vous savez... Oui, mais si vous le permettez 30 secondes, je vous ferai remarquer les éléments introductifs que vous avez proposés soutiennent mon argumentaire. Et quand on voit que des individus s'engagent dans un projet en disant « moi, je vais rester strictement responsable de mes actes dans le cadre d'une constitution que tous nous avons validée » et qu'une fois en place, ils modifient les règles du jeu, je ne vois là pas beaucoup d'honnêteté et par conséquent, je dirais qu'il ne faut pas justement dire qu'on a fait ce choix au nom du peuple, alors que le peuple vous a choisi justement, notamment parce que vous aviez déclaré dans votre candidature, au moment de votre profession de foi, au moment de l'annonce de votre candidature, que vous respectez la Constitution. Docteur qui était en pratique. Oui, je pense que par nature, le pouvoir a tendance à s'inscrire dans la durée, dans la longue durée. C'est-à-dire que le pouvoir ne cherche pas à être dans le court terme. Le pouvoir veut durer, veut rester longtemps pour produire des effets, et quels que soient les mobiles qu'on peut retrouver derrière. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cependant, cette durée du pouvoir doit pouvoir s'inscrire dans le cadre normatif, c'est-à-dire dans le cadre de la Constitution et de la dynamique politique locale. C'est-à-dire qu'à quel moment, de manière concrète, assiste-t-on à des limitations ou à des augmentations de la durée des mandats des présidents? Est-ce que cela se passe dans le cadre du consensus ou cela se passe dans le cadre des passages en force? C'est le premier problème. Lorsqu'on regarde aujourd'hui presque partout en Afrique, le bilan, il est là. Vous avez des chefs d'État qui ont fait 35 ans au pouvoir, qui ont 23 ans, qui ont 25 ans, qui ont 30 ans. La moyenne en Afrique aujourd'hui, sauf quelques rares exceptions dans quelques pays aujourd'hui, est autour de 20 ans. La plupart des chefs d'État en Afrique. Donc cela pose un problème. Le problème, c'est l'efficacité socio-économique de l'action politique. C'est-à-dire que pourquoi en vient-on finalement aujourd'hui à poser la question de la limitation des mandats comme étant une caractéristique fondamentale des démocraties africaines, mais c'est parce que le vécu des populations, le vécu politique en Afrique a montré que les dirigeants en place ont tendance à s'enraciner au pouvoir, au-delà même de la Constitution qui veut chaque fois modifier. Et le nombre de chefs d'État qui sont partis à la hâte parce qu'ils ont voulu au dernier moment modifier la Constitution est sans cesse croissant en Afrique. Les exemples sont un peu partout, que ce soit au Niger, que ce soit ailleurs. Donc il y a beaucoup d'exemples dans ce cadre-là. Donc on ne peut pas être dans un système démocratique et avoir des pouvoirs qui font 20 ans, 30 ans. Cela pose un problème à la fois de renouvellement de la classe politique. Cela pose aussi le problème même de l'efficacité de l'action politique, comme on a dit, c'est-à-dire la qualité de vie, le développement, les politiques publiques, la justice sociale. Donc ces questions-là peuvent-elles être portées par la même personne, par le même pouvoir pendant autant d'années? Donc cela pose problème sur la performance même de l'action politique qui est menée. Et enfin, la troisième chose, c'est que la démocratie, finalement, aujourd'hui, se réduit, on peut le dire en quelque sorte, à l'alternance. C'est-à-dire qu'un pays est démocratique aujourd'hui, en Afrique, de façon assez claire, hein, terre à terre, lorsqu'on retrouve au bout de quelques années l'alternance. Donc lorsqu'on ne retrouve pas l'alternance, on a un droit à se poser des questions sur la nature de ce système politique. Ouais. Momar? Ce qu'on a constaté, c'est que depuis les années 90, avec un peu l'introduction progressive de la démocratie depuis le discours de la Baule, qu'est-ce qu'on a constaté? L'introduction de la limitation des mandats a quand même eu l'heure de limiter ou voire supprimer quasiment les coups d'État. Ça, au moins, c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La limitation des mandats s'est accompagnée par ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire l'immunité qui est réservée aux présidents qui étaient inscrits dans la durée pour eux et pour leur famille, une sorte de protection juridique qui les mettait à l'abri d'un procès ou de poursuites judiciaires par la suite. De ce fait, on a vu que dans un certain nombre de pays, des présidents de la République qui avaient quand même duré assez longtemps
ont eu le courage de céder le pouvoir. Oui. Parce que tout simplement, ils étaient certains qu'à l'issue de l'exercice de leur perte du pouvoir, ils n'étaient plus pourchassés. Maintenant, est-ce que c'est démocratique? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il est normal qu'un président qui a commis autant d'erreurs, parfois même des crimes économiques, voire même des crimes humains, puisse être comme ça, laissé à l'air libre et partir sans coup férir? Ça, c'est un autre débat. Tout à l'heure, le professeur l'a dit, il y a même la notion de relation qu'il peut y avoir entre l'alternance et la démocratie. Est-ce qu'un pays qui connaît régulièrement des alternances est forcément démocratique? Qui a interpellé ses concitoyens en leur disant que lui, il ne croira à la démocratie en Afrique que le jour où on lui donnera une définition claire et nette de la démocratie en langue wolof ou dans les autres langues que parlent les Sénégalais. Ceci dit simplement. Ce qu'on peut constater, c'est la chose suivante. C'est que la durée, la non-limitation des mandats, malheureusement, je dis bien malheureusement, correspond à une certaine cosmogonie politique chez nous. Et parce que tout simplement, les rois, ils étaient ce qu'ils appellent dans le syndrome de ce qu'on appelle l'abolition du discernement. C'est-à-dire, l'abolition du discernement, c'est quoi? C'est le fait de ne pas pouvoir observer la différence entre les espaces privés et l'espace public. La famille et le pouvoir, les relations et le pouvoir, le président de la République et les chefs religieux, l'espace religieux et l'espace temporel. Donc, il y a un vrai problème, en tout cas, d'acceptabilité sociale de la démocratie qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la limitation des mandats peut être conçue parce que nous sommes plus ou moins ancrés dans une sorte de modernisation de nos systèmes politiques, mais en vérité, il pose beaucoup de problèmes. Tant qu'on ne pourra pas expliquer à nos populations, même si on est dans une logique moderne, c'est qu'est véritablement la démocratie, quels en sont les tenants et les aboutissants, quelles en sont les opportunités, et comment on peut l'adapter à nos réalités africaines sans tomber dans la démagogie, il nous sera très difficile de comprendre qu'un président de la République qui travaille apparemment doit continuer à exercer le pouvoir. Et l'exemple du Rwanda aujourd'hui est en train de le prouver. M. Kagame va rester au pouvoir jusqu'en 2035 ou 2037. Oui. Mais vous imaginez un peu, avec des scores mais qui sont des scores brejneviens de à peu près 95-96%. C'est quand même inadmissible dans un pays comme le Sénégal ou dans les autres espaces démocratiques. À mon avis, il faut repenser la démocratie dans nos pays. Il faut une véritable approche pédagogique pour expliquer aux Africains, aux Sénégalais en tout cas, ce qui concerne l'espace que je connais le mien, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Quelle est la finalité existentielle de la démocratie? Et à l'université où j'enseigne, effectivement, nous sommes en train de voir comment analyser toutes les possibilités que nous offre aujourd'hui. Par exemple, le mandat unique de 7 ans, avec accouplé à un système de référendum récusatoire qui permettrait au peuple, à partir de référendum, de mettre fin à un chef d'État qui serait tenté d'abuser de son pouvoir. Ok, nous allons revenir sur cette question de mandat unique tout à l'heure vers la sortie de cette émission. Nous allons continuer notre discussion. On peut toujours revenir sur un point qui est suspendu, mais nous tenons également compte du temps qui nous est imparti. Je vous propose ce dernier élément de notre rédaction avant de continuer notre discussion. Le pouvoir est un aphrodisiaque suprême, disait Henry Kissinger, prix Nobel de la paix 1973. Certains présidents africains semblent être sous l'effet de cet aphrodisiaque, du fait de leur longévité au pouvoir. Il est à ce jour le président le plus ancien, toujours en activité. Nous parlons bien là de Teodoro Obiangema Bazogo, arrivé au pouvoir le 3 août 1979 par un coup d'État où il renverse son oncle Francisco Macias Nguema, nommé président de la République de Guinée équatoriale en 1982 après un référendum constitutionnel. Il a été réélu en 1996, 2002, 2009 et 2016 pour son 5e mandat à la tête du pays. Le président camerounais est non seulement un des doyens en âge, 84 ans, mais aussi un des présidents restés longtemps au pouvoir. Après la démission d'Amadou Ahidjo, le 6 novembre 1982, Paul Biya accède au pouvoir. Le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, cumule 27 ans à son actif. L'ancien président en exercice de la Commission de l'Union africaine est qualifié de dictateur, notamment par ses opposants qui se plaignent de sa gestion du pays.
Le 2 décembre 1990, il chasse du pouvoir Hissène Habré. Omar el-Béchir, 73 ans, le président soudanais est l'un des présidents les plus connus d'Afrique, connu surtout pour être le premier chef d'État en exercice à être sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre contre l'humanité et génocide dans le cadre de la guerre civile au Darfour. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, est le seul à avoir été président à 2 reprises. Il a été président de la République populaire du Congo de 1979 à 1992 et est le président en exercice de la République du Congo depuis 1997, date de son retour au pouvoir par les armes après avoir renversé le président élu Pascal Lissumba dans les premiers mois de la guerre civile du Congo-Brazzaville. Avec Robert Mugabe et Paul Biya, le président algérien fait partie des présidents à avoir franchi la barre des 80 ans. Élu en 1999, il a été réélu à 3 reprises et compte aujourd'hui près de 2 décennies à la tête du pays. La longévité au pouvoir est une des problématiques du continent noir. Elle pose en outre le problème de l'alternance au pouvoir, souvent perçu comme gage de démocratie en Afrique. Voilà, je vous pose tout simplement la question déjà posée sur cette longévité au pouvoir. Est-ce que c'est compréhensible de nos jours? Votre réaction, tout simplement, la question est posée dans le papier. Pour dire les choses tout simplement, je pense que cela n'est pas compréhensible, cela n'est même pas du tout acceptable. Dans la mesure où les pays africains, que ce soit sous l'influence de la colonisation ou sous l'influence du vent de l'Est, comme on aime le dire, ont adopté des constitutions politiques modernes qui font de la démocratie la clé de voûte du fonctionnement de la société et donc de l'alternance comme étant une caractéristique finale à atteindre. À partir de ce moment-là, on ne peut pas s'accommoder de la longue durée au pouvoir. Pour autant, si on se limite sur la perception des résultats économiques et sociaux, dans ce cas, autant réinstaurer les monarchies en Afrique. Or, on s'est rendu compte que lorsque l'Afrique avait du mal à admettre le principe même de la démocratie de l'alternance en institution des partis uniques, on a eu plus de coups d'État, plus de violence civile, plus de violence ethnique, parce que simplement le pouvoir était fermé, était emprisonné par quelques élites. Depuis les années 90, les tensions communautaires et ethniques, quand on sort de 90 à 2000, et après 2000 notamment ces 20 dernières années, ces 15 à 20 dernières années, ont relativement baissé parce que simplement il y a eu un effort d'application de l'alternance politique dans la plupart des pays. Donc, ce qui voudrait dire que on ne peut pas, au nom de l'efficacité socio-économique ou au nom d'un quelconque partage du pouvoir, admettre le principe de la longévité au pouvoir. Parce que, pour avoir discuté avec l'un des anciens proches du président Omar Bongo à l'époque, il disait que dans le discours testament du président Bongo de 2007, lorsqu'il dit « Dieu ne nous a pas laissé de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire », il m'expliquait qu'en off, le président Bongo s'était rendu compte qu'autour de lui, l'immobilisme s'était installé à des niveaux où, du fait de la longévité, de sa longévité au pouvoir, il ne parvenait plus à imposer, à faire bouger les lignes parce que tout le monde connaissait ses réflexes et les uns et les autres tenaient par les sentiments, par les affinités, par les parrainages, etc. Donc, la longévité au pouvoir finit par user le pouvoir en lui-même. Du fait que, et du coup, même sur le plan de fonctionnement de l'appareil de l'État, même sur le plan même de l'investissement économique et social, le pays ne peut plus véritablement avancer. Donc l'alternance apparaît finalement comme une bouffée d'oxygène qui permet de donner un coup de fouet au système politique, à l'économie, à la vie sociale d'un pays d'avancer. Momar Seni Ndiaye. Oui, je vous entends là. Oui, sur cette question, nous sommes sur la longévité des présidents, des chefs d'exécutif au pouvoir. Vous venez de suivre la réaction du docteur Morongi ici. Quel est votre point de vue par rapport à cela? Mais écoutez, moi je souscris entièrement à son point de vue. Nous avons connu au Sénégal 40 ans d'un même pouvoir. Le président Senghor a cédé le pouvoir après un exercice de 20 ans. M. Diouf est resté quasiment 20 ans. Nous l'avons su. Que aussi bien M. Diouf que M. Senghor avaient fini par l'immobilisme, la routine et la désaffection populaire étaient arrivés à un tel niveau qu'ils ne se sentaient plus. Ils étaient devenus des hommes isolés, ils n'avaient plus les capacités de changement et de réactivité nécessaires pour susciter de l'espoir. Et je pense que de ce point de vue, la longue durée
des partis politiques ou des hommes politiques au pouvoir est totalement négative et contre-productive pour les pays en question. Mais prenons le cas du Mexique, où le Parti révolutionnaire institutionnel est resté près de 80 ans au pouvoir. Vous imaginez. Et pour autant, le Mexique ne peut pas être considéré comme un pays arriéré. Il y a véritablement besoin d'insuffler constamment du sang neuf des systèmes politiques pour que ce dynamisme-là puisse permettre le renouvellement des idées, et en renouvelant les hommes, forcément, on renouvelle les idées. Mais il y a un vrai problème, c'est que les pays européens peuvent se payer le luxe, je dis bien qu'ils peuvent se payer le luxe de multiplier les alternances, parce qu'il y a une base économique, une base sociale relativement stable. Ils ont réalisé les investissements primaires, ils sont à un niveau de développement personnel, social et collectif relativement intéressant. Et de ce fait, la rotation des hommes est beaucoup plus facile. Alors que dans nos pays, un président qui a de très bonnes idées, il n'a pas pratiquement le temps, en 4 ans, 5 ans, de les mettre tout à exécution, parce que tout simplement, les enjeux sont multiples et nombreux. En ce moment-là, il faut peut-être qu'on puisse imaginer en Afrique un système qui ne permette pas à un chef d'État de perdurer, mais également un système qui puisse lui permettre d'avoir suffisamment de temps pour réaliser au moins des ambitions qui sont profitables à la population. J'avoue que c'est très difficile. Au pouvoir, vous ne voulez plus et vous avez tendance à rester le plus longtemps possible à instaurer un pouvoir absolu, parce que simplement, c'est l'occasion d'enrichir les proches, de s'enrichir soi-même et de perdurer un système de patrimonialisation du pouvoir qui est inadmissible. J'avoue que les chercheurs en sciences politiques africains devraient pouvoir continuer la réflexion pour voir quel est le système médian qui permet à un chef d'État, un régime, de durer suffisamment pour réaliser quand même des infrastructures fiables dans une démarche d'inclusion sociale et économique, mais en même temps de pouvoir faire jouer les règles de l'alternance qui sont synonymes de dynamisme. J'avoue que la réflexion n'est pas terminée, mais la problématique se pose véritablement. Et vous avez vu au Bénin, par exemple, Patrice Talon avait promis de faire un mandat, il est en train d'y revenir, parce qu'il se rend compte que les changements structurels, les transformations structurelles qu'il veut amener au Bénin, il ne peut pas le faire dans le laps de temps qu'il s'était lui-même tracé. Il y a une réflexion à faire, à mon avis, et je pense que la porte n'est pas close. On devrait pouvoir continuer à y penser, mais c'est un vrai problème pour l'Afrique. Professeur Akwa, je pense que nous vous retrouvons. Oui, je suis là, oui, effectivement. Ben voilà, c'est sur cette problématique-là, votre réaction. Je pense que vous avez suivi les interventions de Momar Sénine Ndiaye à Dakar et du docteur Mourongi ici. Oui, alors il faut faire la sociologie politique en l'occurrence. Vous avez des chefs d'État qui sont au pouvoir, pour certains depuis 35 ans par exemple, mais ils sont au sommet des appareils politico-administratifs depuis les indépendances. Donc ce qui est inquiétant, ce n'est pas simplement la longévité au poste de président de la République, c'est aussi la conservation des appareils ou la confiscation par des individus qui, à la fois dans l'administration, l'armée, sont là depuis qu'ils ont une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis les années 60, et ils sont toujours là aujourd'hui. Et donc, il y a effectivement une fixation. On regarde les présidents parce qu'ils sont à la fois le symbole d'une nation et ils sont visibles par leur action ou leur inaction. Mais il faut considérer que ce qui est aujourd'hui nécessaire, c'est pas simplement la rotation au sommet de ces dispositifs-là, c'est qu'il y ait des modifications substantielles régulièrement de façon à ce que l'on pas ou des gens qui depuis toujours sont là, président d'une assemblée, ministre, qui de temps en temps deviennent premier ministre ou ambassadeur, etc. Je terminerai sur un élément qui me semble essentiel. On peut juger un président, et je pense qu'on a toujours envie de le juger sur des résultats probants, et les infrastructures, les constructions, les réalisations physiquement mesurables, identifiables, sont nécessaires pour un bilan et permettent de certifier qu'il y a une action qui efficacement a porté
des résultats, mais il ne faut pas non plus négliger la façon dont nos sociétés se structurent ou parfois se déstructurent, et qu'il faut aussi demander à nos chefs d'État, qu'ils soient là depuis quelques années seulement ou depuis plusieurs décennies, de rendre des comptes non seulement sur ce qu'ils ont construit, mais qui soient aussi comptables d'une façon aujourd'hui de vivre en Afrique entre Africains, et que parfois, malheureusement, l'Afrique de l'Ouest se distingue peut-être par des ouvertures et des circulations qui sont beaucoup plus libres, mais en Afrique centrale, pour l'instant, nous n'avons pas développé justement cette qualité d'échange qui nous permettrait de dire que nos chefs d'État ont bien travaillé pour nous aussi, et pas simplement pour leur clan, pas simplement pour des courtisans, pas simplement pour quelques copains et d'autres coquins qui, hélas, font partie aussi des résultats, et souvent des résultats que nos pays affichent. D'accord. Alors, je pense que vraiment, en réalité, le sujet, comme nous le savons tous et comme nous l'avons compris ici, et je pense que nos chers téléspectateurs aussi, il est tellement vaste et important qu'on ne peut pas l'épuiser en une petite heure, d'ailleurs moins d'une petite heure. Je voudrais donc qu'on sorte de cette émission avec la question que le thème a posée. Est-ce que c'est une situation de carrière ou c'est une situation de service? Je commence par Dakar, j'ai commencé par Dakar, j'ouvre encore par Dakar, alors pour terminer cette émission. Oui, moi je pense effectivement on peut passer la présidentielle en Afrique. Il est évident que de l'expérience que nous en avons, cette fonction ressemble beaucoup plus à une carrière, à un système de patrimonialisation que véritablement de se mettre au service de son peuple. Très peu de chefs d'État en tous les cas ont fait la démonstration qu'ils pouvaient se mettre exclusivement au service de leur peuple sans en tirer tous les fruits et usufruits. Moi, à mon avis, pour être très court, la meilleure solution, ce qui me paraît être la meilleure solution pour de mieux, serait d'instaurer, en tout cas d'encourager vivement, un régime parlementaire qui donnerait à la fonction présidentielle une vertu purement symbolique et qui restituerait le pouvoir au peuple, c'est-à-dire aux partis politiques qui sont censés être l'incarnation des populations. À partir du moment où le Premier ministre ou le président du Conseil du Premier ministre a des pouvoirs extrêmement étendus et qu'il est issu d'une sélection d'un pouvoir populaire, il pourrait éventuellement avoir plus de légitimité pour partir et pour gérer le pays et partir éventuellement quand son parti est battu aux élections législatives. Il faudrait qu'en Afrique, nous puissions essayer de généraliser plus ou moins un système parlementaire pour diminuer la fonction présidentielle. Ou alors, faire en sorte que nos parlements, nos assemblées nationales, nos sénats aient suffisamment de pouvoir pour mettre en place un certain nombre de contre-pouvoirs qui limitent les pouvoirs du chef de l'État. Stéphane Akwa, pour vous, votre mot de fin? Je ne reviendrai pas sur tout ce que Ndiaye a dit et je valide à mon niveau ses propositions. Je fais comme lui des constats qui m'amènent aussi comme lui à ces propositions-là. Mais il y a pour moi un préalable, c'est de restaurer dans nos Afriques le sens du bien commun et de l'intérêt général. Je disais donc que si nous avons donc aujourd'hui un individualisme qui est devenu la règle, la norme la plus pratiquée, on ne doit pas s'étonner qu'au sommet des individualités et des gens égoïstes, se trouve le plus égoïste d'entre eux, qui serait le président de la République. Merci, docteur Arcel Mourongi, ici, sur ce plateau. Ben, ce que je vais dire, c'est que le pouvoir politique ou bien les systèmes politiques africains ont évolué au cours de ces 20 dernières années. Nous sortons des périodes de coups d'État, des périodes de guerre civile, ethnique, interethnique, pour aller davantage vers la civilité démocratique. Nous avons, par exemple, cette année, près d'une vingtaine d'élections à travers l'Afrique, ce qui montre davantage que les gens, en dépit de ces remarques, de ces laxismes qu'on a constatés, se convertissent davantage à la civilité politique. Donc, il y a encore des freins, notamment sur la question du président de la République, qui est l'institution phare dans un pays. Il faut aller davantage vers des mécanismes, comme ça a été dit avant moi, des mécanismes de contrôle du pouvoir du président de la République, mais en même temps aussi aller vers davantage d'institutionnalisation, c'est-à-dire mettre
parvenir à mettre une véritable éthique politique auprès des dirigeants qui leur permet de comprendre que la fonction présidentielle n'est pas une fonction pour eux, mais c'est une fonction au service du plus grand nombre. Ok, une fois de plus, je vous remercie tous pour vos contributions. Je pense que ça a été intéressant ce débat. Merci au professeur Stéphane Akwa, politologue, chercheur à la Fondation Paul Angoela, une fondation de géopolitique. Merci Moumar Sénindia, vous êtes analyste politique, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci docteur Arcel Morongi, vous êtes enseignant à l'université Omar Bongo de Libreville. Merci pour vos contributions. Nous aurons compris que en réalité, il faudrait parvenir la fonction présidentielle ou chef d'exécutif, c'est une fonction normalement de service public et n'est pas une fonction patrimoniale. Et par conséquent, pour essayer de résoudre cette équation, il faudrait penser un système qu'on ne peut plus parlementaire, un système de contre-pouvoir pour suffisamment peser sur la vie nationale de manière à ce que le chef de l'État seul ou alors le chef de l'exécutif seul ne soit pas celui qui a tous les pouvoirs comme un roi. Nous avons compris également qu'il faut restaurer le sens du bien commun et de l'intérêt général parce que c'est pas seulement au niveau du chef de l'État, mais il faut qu'ensemble beaucoup de choses soient repensées. Nous comprenons également que, vous venez de le dire, qu'il y a une certaine éthique à cultiver. Bref, le débat reste ouvert, mais en tout cas, vous avez apporté vos contributions dans le cadre de cette mission. Le message, vos messages ou votre message commun est passé. À nos chers téléspectateurs de la belle télévision et radio, la chaîne internationale, la chaîne panafricaine internationale, nous vous disons merci pour votre intérêt à nos programmes. Nous vous disons merci pour votre fidélité à notre chaîne. Soyez les bienvenus. Une fois de plus, à Paris Politique, nous sommes fiers de vous. Au revoir.